Merci Renaud. C'est un plaisir pour moi de revenir. Attention, je risque d'y prendre goût. Alors l'année dernière, effectivement, j'avais fait une conférence sur l'histoire de ce lieu qui est très riche hein, et qui peut mériter qu'on y revienne. Là, ce soir, c'est un petit peu différent puisque je vais me livrer avec vous à ce que l'on appelle un exercice de micro-histoire. Alors, de quoi s'agit-il? L'histoire telle qu'on l'a enseignée pendant très longtemps, la grande histoire, celle des batailles, des hommes politiques, des capitales, des pays, des grandes dates, elle est évidemment très intéressante, mais elle manque parfois un petit peu d'incarnation et de proximité. Et l'avantage en fait de la micro-histoire, c'est de traiter la grande en resserrant la focale. Et là, vous allez vous rendre compte qu'à quelques exceptions près, par exemple, je n'ai pas réussi à trouver de juifs déportés qui soient vraiment dans les environs immédiats, on peut en fait, à l'échelle d'un quartier, retrouver à peu près toutes les grandes composantes de la guerre, même si Montpellier est normalement loin des terrains de bataille. Donc là, vous avez, pour servir un peu d'introduction, une photo aérienne qui est de quelques années antérieure à mon propos, qui représente l'endroit où nous nous trouvons ce soir, hein, à une époque où c'était la caserne de Louvre. Je précise aussi qu'il y a quelques éléments dans ce que je vais vous raconter ce soir qui sont un peu de l'histoire en train de se faire, c'est-à-dire que j'ai des sujets sur lesquels j'ai des projets d'articles et donc ça n'est pas tout à fait fini. Alors on essaiera d'aller avec vos questions peut-être à la fin de cet exposé un peu plus loin, mais je n'aurai pas forcément toutes les réponses. Et c'est de toute façon un peu trop vaste pour une heure. Alors si ça marche bien, normalement, je dois pouvoir faire défiler. Ah oui, ça c'est le pointeur. Donc je vais commencer par vous donner quelques éléments de contexte. Et là, on a une photo aérienne qui montre de nouveau, vous l'avez en point de repère là-haut. Normalement, si j'y arrive avec le pointeur, voilà, vous avez bien ici l'endroit où nous nous trouvons. Donc photo de Montpellier à la fin des années 30. Alors Montpellier à la fin des années 30, justement, un peu de contexte quand même. Donc c'est une ville moyenne de 91 000 habitants. C'est un peu moins de 3 fois la population actuelle. Et c'est déjà une ville qui est quasi dépourvue d'industrie. Il n'y a pas d'usine à Montpellier. Donc de quoi vit Montpellier? Elle vit d'un secteur tertiaire qui est déjà très abondant à l'époque, hein, des administrations, des hôpitaux, des universités, etc. Et elle est au cœur d'un océan de vignes. L'économie viticole est dominante depuis le 19e siècle. Et après la crise du phylloxéra qui a manqué de faire disparaître le vignoble à la fin du 19e siècle et que le grand-père de Suzanne Babu, le professeur Planchon, a réussi à sauver en inventant le greffage sur des plants californiens de nos espèces locales, c'est l'âge d'un deuxième âge d'or quantitatif. C'est-à-dire qu'en 1939, il y a un pic de production à 14,6 millions d'hectolitres de vin produits pour le seul département de l'Hérault. Dès l'année 1940, cette production chute à 9,4 millions d'hectolitres. Et en 1943, entre la guerre, les pénuries, les viticulteurs qui sont absents, hein, on tombe à 6,2 millions d'hectolitres. Et pour l'époque, c'est vraiment un effondrement. Pour vous donner une idée, la dernière année où j'ai un chiffre stabilisé, c'est 2024, c'était 4,4 millions d'hectolitres. Donc c'est quelque chose qui n'a cessé de décroître. Alors ça pourrait sembler nous éloigner un petit peu du sujet, en fait c'est capital. L'Hérault n'a jamais produit ce qu'il mange. Et lorsqu'arrive une guerre avec son lot de réquisitions et de restrictions, ça rend la situation particulièrement difficile pour les populations locales. Alors quelques points de repère chronologiques rapides, hein. Les élèves du collège-lycée vont peut-être reconnaître certains éléments de leur programme. Donc la guerre couvre pendant la deuxième moitié des années 30. Elle se déclenche lorsque, le 1er septembre 1939, l'Allemagne nazie envahit la Pologne sans déclaration de guerre. Et le 3 septembre, dans une formule assez curieuse, la France dit qu'elle est de fait dans un état de guerre avec l'Allemagne, par le jeu de ses alliances. Pendant quelques mois se passe ce que l'on appelle la drôle de guerre. Donc, c'est une période où les soldats sont partis de la maison, ils sont mobilisés, ils sont sur le front. On attend et il n'y a encore pas de combat direct, en tout cas sur le territoire français. Ça se passe plus au nord, en mer Baltique, en Norvège, etc. Et Montpellier, comme au fond pendant la Première Guerre mondiale, est une ville de l'arrière. Elle est loin du front.
Mais on sent le basculement politique déjà, notamment dans la traque des communistes, puisque ils sont pour l'instant alliés avec l'ennemi. À partir du début 1940, c'est l'offensive allemande à l'ouest. Et là, en quelques semaines, la Belgique et la France sont balayées. Le 16 juin, le maréchal Pétain, héros de la Première Guerre mondiale, devient chef du gouvernement. Dès le lendemain, il demande l'armistice. Et le surlendemain, l'ancien sous-secrétaire d'État à la guerre, hein, c'est son seul titre, le général de Gaulle, appelle depuis Londres les Français à continuer à résister, mais ça n'empêche pas que 4 jours plus tard soit conclu un armistice. Alors attention, l'armistice, ça n'est pas la paix, c'est une sorte de 1, 2, 3 soleils où on fige les positions. Et la France, surtout, à ce moment-là, est coupée en deux. Coupée en deux par une ligne de démarcation. Donc vous voyez, c'est cette ligne noire hein, qui, depuis le lac de Genève, en passant par le nord du Massif central et puis jusqu'aux Pyrénées, délimite une zone qui est occupée d'une zone qui est dite improprement libre. Je préfère parler de zone non occupée, parce que le régime de liberté, dans ce qui n'est plus la République française et qui devient l'État français, n'est plus tout à fait le même. Alors, dans cette première période, Montpellier sous le régime de Vichy, donc c'est encore sous administration française. Il n'y a pas de troupes allemandes dans les rues jusqu'en novembre 1942, mais pour autant, le régime de Vichy est déjà bien présent avec sa propagande, avec ses contrôles, avec ses mesures antisémites, surtout contre les juifs étrangers, hein, puisque le camp d'Agde et les déportations, c'est l'été 1942, hein, c'est avant l'occupation directe par les Allemands. Le seul événement politique marquant de la période, c'est celui où Pétain et l'amiral Darlan reçoivent Franco à Montpellier. J'y reviendrai un petit peu. Et puis ça bascule le 8 novembre 1942, puisque lors du débarquement allié en Afrique du Nord, en fait, les Allemands veulent s'assurer le contrôle et l'administration directe du sud de la France, donc ils envahissent la zone non occupée et Montpellier aussi. À partir d'un plan de 1911, qui fait partie de ma collection, je vous ai rassemblé un peu les lieux dont on va parler ce soir. Bon, vous avez la caserne de l'eau où nous nous trouvons ce soir, donc j'ai regroupé en fait en rouge les lieux qui sont des lieux de répression. Donc vous avez à côté le futur centre de la Gestapo avec les Rosiers, les Marronniers, Saint-Antonin. Vous avez des lieux qui sont plus neutres, comme le petit lycée en face, mais qui sera cité un moment dans l'exposé. Et puis les maisons particulières d'un certain nombre de personnes dont je vais vous parler. Et en vert, à l'inverse, vous avez des endroits de sauvegarde, donc soit où on essaye de sauver des juifs. Et un peu en dehors de notre zone, donc marqué par une flèche, l'endroit où on va évoquer la figure d'un résistant qui est tombé sous les balles de l'ennemi. Donc le plan est de 1911, il y a évidemment quelques petites différences de construction entre les deux périodes, mais assez peu puisque Montpellier n'a pas connu une croissance importante à cette période-là. Alors commençons par la rencontre Pétain-Franco. Je vais commencer par le plus anecdotique. Au fond, si je devais regarder quelle était la conséquence la plus positive de cette chose-là, c'est que ça a permis à Colette Laurence de rencontrer Pierre Soulages. Et ils se sont mariés, ils ont vécu ensemble très très heureux et très créativement pendant de longues années. Ils étaient étudiants aux Beaux-Arts, ils étaient fâchés contre cette manifestation politique et ils ont bu un verre après pour partager leur colère. Le contexte diplomatique est très simple. En fait, Franco, à une époque où on ne voyage pas encore beaucoup en avion, est allé à Bordighera, donc en Italie, où il a rencontré Mussolini, le Duce, le chef de l'État fasciste italien. Et c'est simplement sur le chemin du retour, une sorte de mise en scène de propagande, en fait, qui est là pour dire aux yeux de l'opinion que oui, le maréchal Pétain est bien le chef d'un État souverain avec une diplomatie et que tout continue comme avant. La chose a été bien préparée, c'est-à-dire que Montpellier est couverte de drapeaux tricolores et de symboles du régime, hein, dont la fameuse francisque. Il y a des forces militaires un petit peu partout pour maintenir l'ordre, et on a préventivement arrêté les communistes, les réfugiés républicains espagnols, tout ce qui pouvait ressembler de près ou de loin à des fauteurs de troubles. Le but affiché, c'est de maintenir l'Espagne dans la neutralité, qu'elle ne rentre pas dans la guerre, hein, pour préserver la Méditerranée et l'Afrique du Nord d'une mainmise complète par les armées nazies. Mais il n'y a pas de résultat politique très tangible. De toute façon, Franco est occupé à relever les ruines de son pays après plusieurs années de guerre civile. Et il n'a pas spécialement envie de s'engager dans ce conflit, malgré sa sympathie évidente avec les régimes nazis et fascistes.
Donc c'est un peu le dernier moment de prestige pour Pétain, qui est vite dépassé par le durcissement de son régime. Et les populations qui l'acclament, vous avez là ici une photo en fait qui représente Pétain, Franco et l'amiral Darlan, celui qui salue en uniforme de marin à gauche. Ils sont sur la place de la préfecture. Vous pouvez reconnaître à gauche la poste centrale. Et ici, vous avez l'immeuble où se trouve aujourd'hui la librairie Gilbert Joseph, voilà, pour ceux qui connaissent un peu Montpellier. Et donc les préoccupations des populations locales sont déjà un petit peu différentes, puisque en réalité, le rationnement a commencé à faire ses ravages, et je vous l'ai dit, comme l'Hérault ne produit pas sa nourriture, c'est très insuffisant. Alors je vous ai ici mis une reproduction de tickets de rationnement. C'est un ticket marseillais, j'en ai pas trouvé sur Montpellier. Et pour des raisons évidentes, en fait, ils sont difficiles à trouver parce qu'ils ont été consommés et jetés. Donc vous voyez ici un ticket de beurre et matière grasse qui a été émis à Marseille en janvier 1942. Vous voyez qu'il y a une espèce de tramage, qui est une tentative pas très couronnée de succès pour éviter les copies et les faux. Alors il ne faut pas vous imaginer qu'un ticket de rationnement, c'est une espèce de coupon. Vous entrez dans une épicerie, une crèmerie, vous donnez ça et vous repartez avec de la marchandise. Non, c'est une autorisation d'achat. C'est-à-dire qu'il faut en plus payer. Et pour ça, il faut qu'il y ait du beurre et de la matière grasse dedans. Or, vous le voyez, je vous ai cité un chiffre pour l'Hérault, il manque 8 à 10 000 litres de lait par jour pour satisfaire à la consommation. Donc c'est vraiment c'est un élément d'alimentation, alors même que la viande est devenue rare à trouver, qui fait défaut. Et ce rationnement qui est lié à la désorganisation de la guerre est durable. C'est-à-dire qu'en 1949 encore, vous voulez aller acheter du pain, il faut présenter un ticket de rationnement, ça n'est toujours pas fini. Les situations sont un peu différentes selon que vous vivez en appartement ou dans une maison avec un bout de jardin. Si vous vivez en appartement, sauf si vous avez de la famille à la campagne, la seule ressource que vous avez, c'est le marché noir. Alors évidemment, la propagande de Vichy dit que le marché noir, ce sont les juifs. Les archives démentent absolument ça. On voit bien que le marché noir, c'est souvent les commerçants locaux, les agriculteurs, les gens qui ont du potager et puis qui se débrouillent. C'est l'époque où on invente l'expression et la chose, c'est ce qu'on appelle le système D, comme débrouille. Pour les personnes qui sont en maison, c'est un peu plus facile. On peut avoir un poulailler, on peut avoir un clapier avec des lapins. Il faut trouver de l'herbe pour les nourrir, mais ça se trouve encore. Et on peut faire pousser un potager. L'époque est marquée aussi par ce qu'on a appelé les légumes de guerre, qui ont laissé de mauvais souvenirs et qui sont restés très oubliés pendant longtemps. Les topinambours, les rutabagas, les raves. Voilà, des choses qui aujourd'hui peuvent peut-être être amusantes à utiliser pour des cuisiniers gastronomes. Mais à l'époque, c'était vraiment la seule chose qui restait. Et, dans son journal consacré à ces années-là, ma grand-mère dit des raves, je déteste ça, j'en peux plus. Mais il n'y a que ça. Et puis, comme il n'y a pas de matière grasse, on ne peut même pas mettre du beurre dedans. Alors, le marché noir et les tickets de rationnement vont faire une victime qui est l'une de vos voisines, puisque de l'autre côté du mur, là où il y a aujourd'hui une grande barre d'immeubles, existait la pension des Rosiers. Donc, vous avez ici une de ces pimpantes publicités des années 1930, voilà, qui vous incite à venir séjourner dans cette jolie maison de famille qui avait à l'époque un grand parc. Et puis, on vous met le château d'eau du Pérou pour vous inciter à faire un petit peu de tourisme. Et cette maison était tenue par une forte femme, Madame Mirouze de Laine, qui est ici représentée en juin 1942. C'est à l'occasion du baptême de ses petits-enfants. Et Madame Mirouze de Laine est une femme très exceptionnelle pour l'époque. Elle a eu 2 maris. On ne sait pas très bien si elle est divorcée du deuxième. Ce qui est sûr, c'est que ses enfants portent son nom à elle et pas celui de ses époux, et qu'elle ne se laisse pas faire. Donc c'est une femme qui a énormément de caractère, au point même d'obtenir des rabais à la grande honte de ses petits-enfants en dénigrant la marchandise à haute voix au marché, et comme ça elle obtient des réductions pour la faire taire. Donc c'est quelqu'un qui a dû toute sa vie se débrouiller et qui était assez âpre au gain. Et ça a un petit peu dérapé avec la guerre, puisque elle se retrouve plusieurs fois condamnée. Alors, on ne parle pas ici de trafic à grande échelle, on parle juste d'une femme ordinaire qui est seule et qui essaye de s'en sortir, d'autant que, comme sa belle-fille est internée dans un asile, qui est le sanatorium de Bellevue,
aux frais de la municipalité, parce qu'elle est en procès avec la municipalité, elle ne veut pas payer les frais de sa belle-fille qui était en instance de divorce avec son fils, eh bien, elle écope une première fois de 50 francs d'amende pour le défaut d'affichage du prix de ses chambres. Ça, c'est en juillet 1940. Donc, vous voyez, dès les premières semaines. Le 20 juin 1941, elle est condamnée cette fois-ci à 200 francs d'amende, c'est une somme importante pour l'époque, pour avoir refusé de rendre à une de ses pensionnaires qui l'a quittée le 15 du mois les tickets de la seconde quinzaine qui lui avaient été remis par avance. C'est-à-dire que, en fait, quand on entrait chez elle, comme on était nourri et logé, il fallait donner les tickets de rationnement. La personne la quitte le 15 du mois, elle refuse de rendre les tickets de la deuxième quinzaine. Et évidemment, la personne est allée porter plainte puisqu'elle ne pouvait plus manger. Et quelques jours seulement plus tard, le 3 juillet 1941, cette fois-ci, c'est 8 jours de prison pour s'être fait délivrer des tickets de rationnement au nom de clients fictifs. Donc là, elle a carrément triché. Et en plus, elle n'avait pas affiché correctement le prix des chambres. Donc tout ça pour dire que c'est très surveillé. Donc, malheureusement pour elle, très vite, alors je vous remonte la carte pour que vous puissiez situer ces choses-là. Donc les Rosiers, c'est sa pension de famille qui est ici, et sa maison, les Marronniers, qui a été construite dans les années 30, et là, c'est sa maison de famille. Et donc elle va en être très vite privée. Alors les prisonniers de guerre sont aussi un élément important à prendre en compte, c'est-à-dire tous ces hommes qui sont allés au front, beaucoup d'entre eux ont été faits prisonniers. La rapidité de l'avance allemande fait que énormément de Français ont été emprisonnés. Donc, à quelques mètres d'ici, donc dans ce qu'on appelle l'enclos Lafousse, c'est cet ensemble de maisons en fait qui est ici, qui au départ ont un seul et même propriétaire. Et donc, dans la villa Wilfried qui est là, vivait une mère avec ses deux fils, qui ont connu tous les deux un destin très différent, puisque le premier a été fait prisonnier, et c'est lui qui est l'auteur de la carte de correspondance qui est là, et l'autre a réussi à rejoindre les forces françaises libres en Afrique, et il était aviateur dans les forces françaises libres, et il a été abattu en pilotant son avion pendant l'année 1942. Mais autant la mère, Madame Lafousse, pouvait avoir des nouvelles de son fils qui était prisonnier avec ce système de carte de correspondance, autant elle ne pouvait pas avoir de nouvelles de son fils qui était en Afrique, puisqu'il n'y avait pas de communication possible. Et je me rends compte que je n'ai pas sorti ce que je voulais vous lire, qui est la carte de correspondance. Alors, je vais vous le lire un peu à titre documentaire, hein. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est de constater plutôt ce qu'il ne dit pas, puisque cette carte, elle est écrite entièrement au crayon. Ça permet à la censure, en fait, d'effacer très facilement ce qu'il y a dessus. Et puis, vous allez voir que le discours ne peut en aucun cas être critique. Donc, il ne faut pas s'imaginer que Monsieur Lafousse dit la réalité de son quotidien. Il dit ce qui peut être dit, et j'ajouterai quelques mots de commentaire. Solingen, le 16 août 1942. Bien chère maman, c'est avec plaisir que je viens de recevoir ta carte du 23 juillet et suis très heureux de vous savoir tous en bonne santé. Il en est de même pour moi. Ici, grand changement dans les commandos. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas changé, mais beaucoup de camarades nous ont quittés et d'autres sont venus les remplacer. D'autre part, suppression des sorties et accompagnement au travail sont de nouveau de rigueur. Pourquoi? Nous l'ignorons encore. La nuit passée, à l'arme assez chaude, vers 2 heures du matin, nous avons été immédiatement dirigés dans les abris en béton d'une petite usine située en face du commando. Nous avons reçu aujourd'hui un wagon Croix-Rouge qui sera reparti mardi dans les différents camps de Solingen auxquels il est affecté. Pain, biscuits, bœuf d'Argentine, chocolat en poudre, confiture, fromage, tabac et cigarettes. Merci pour le colis Croix-Rouge reçu en bon état et pour les cigarettes et chocolats et conserves ajoutées. Une invasion de puces sévit actuellement, mais j'espère qu'on l'enrayera dans tous les camps car le service de désinfection fait par les gaz passe tous les commandos et c'est notre tour cette semaine. Comme tu peux t'en rendre compte, tout est ici bien organisé, tant au point de vue sécurité qu'hygiène. Mes vœux les meilleurs de bonne fête à tante Hélène, avec tous mes souhaits de santé. L'an passé, la carte à tante Jeanne n'est pas arrivée, mais cette année, j'ai laissé passer la fête de tonton. Excuse-moi, je ne sais pas trop comment je vis. Reçois avec Paulette mes meilleurs baisers. Alors, quelques mots de commentaire de ce témoignage de première main. On sent quand même la mélancolie du prisonnier Poindre, hein, dans
dans Je ne sais trop comment je vis et dans cette fête oubliée qui peut nous sembler un détail. Donc pourquoi y a-t-il privation de sortie, accompagnement au travail? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a eu des évasions dans le camp de Solingen à cette période-là. Et donc, je pense qu'il sait très bien, en fait, pour quelles raisons la sécurité a été renforcée, pourquoi il y a eu des gens qui ont été déplacés, et pourquoi dans les commandos, donc on écrit ça avec un K, hein, ce sont les groupements de prisonniers, il y a eu des changements. On peut noter aussi l'énumération presque, c'est Noël, hein, quand il décrit le wagon de la Croix-Rouge avec toutes les bonnes choses qui sont dedans. Quant à la désinfection, c'est tout sauf un moment très agréable, mais on est quand même obligé de dire du bien hein, des conditions de détention pour éviter les embêtements, ce qui lui permettra de revenir vivant, à peu près en bonne santé, au bout de 6 ans quand même de détention. Donc tous ces gens qui sont prisonniers en Allemagne, ils manquent à la vie économique, hein. C'est aussi pour ça que la production a chuté. Ben, c'est pas fini puisque Laval, le président du conseil, invente un système qui s'appelle la relève, qui consiste à demander à plusieurs jeunes travailleurs français d'aller remplacer, par exemple, un père de famille qui est prisonnier en Allemagne, et comme ça, ben, ils vont prendre la relève. Ah oui, sauf que c'est pas du 1 pour 1, hein, c'est du pour 3 ou pour 4. Et c'est sur la base du volontariat. Et bizarrement, ben, il ne va pas y avoir beaucoup de volontaires, malgré l'efficacité de la propagande là-dessus. Donc, puisque le volontariat ne fonctionne pas et que l'exigence allemande d'avoir une main-d'œuvre française jeune et en bon état est toujours là, est créé le 15 février 1943 le service du travail obligatoire, bien connu sous son sigle de STO, qui en fait envoie de manière forcée les jeunes en Allemagne. Et là, l'attitude de la jeunesse est très tranchée, hein, le rejet massif du STO dans tous les cas. Il y a différentes manières d'essayer de s'en sortir. Alors, mon propre grand-père, qui habitait avenue de Castelnau, lui, avait la chance d'avoir un grand-père qui était régisseur d'un grand domaine agricole, hein, qui s'appelle le Mas de Rocher, qui était à l'époque un domaine agricole. Aujourd'hui, ça a bien changé. Et donc, il a pu avoir un certificat de travailleur agricole essentiel et donc échapper ainsi au STO. Le frère de ma grand-mère, lui, il est parti au maquis de l'Égoile, puisque c'était la seule possibilité d'échapper à la convocation pour l'Allemagne. Donc, vous le voyez, la jeunesse de cette époque peut se sentir traquée, et ça, c'est le cas général, c'est bien sûr nettement pire pour les Juifs. Alors ici, vous avez une reproduction du journal officiel hein, du 14 juin 1941, je ne l'ai pas choisi tout à fait au hasard. Vous pouvez remarquer ici la loi du 2 juin 1941 remplaçant la loi du 13 octobre 1940 portant statut des Juifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un seul statut des Juifs. Souvent, on dit le statut des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Non, en fait, il y a eu une dégradation, une aggravation constante du sort qui était fait aux Juifs. Alors, un mot d'abord de la définition. Il ne s'agit pas ici de définir comme juives les personnes qui, elles-mêmes, se définissent comme juives par leur religion, par leur appartenance à une communauté. Il s'agit d'une définition raciale et raciste qui consiste à dire qu'à partir du moment où on a telle proportion d'ascendants juifs, et ça peut être un petit peu atténué si vous êtes marié à un non-juif, mais voilà, dans tous les cas, si vous avez un parent juif, c'est bon, même si vous êtes protestant, catholique et que vous n'avez aucune espèce de rapport avec la communauté, vous êtes classé comme juif. Et donc, dès 1940, le recensement est obligatoire et ça entraîne un certain nombre de conséquences et de gens qui ne peuvent plus travailler. J'y reviendrai un petit peu après. En 1942 est établi un fichier complet à la préfecture et sur les 1153 juifs qui sont recensés, donc vous voyez, il y a pas mal d'étrangers dedans, dont de nombreux Polonais. À l'été 42, l'objectif est de pratiquer 1010 arrestations, parce qu'il y a quand même quelques exemptions, notamment les anciens combattants, les enfants de moins de 3 ans, les vieillards. Bon, ça se part encore d'une espèce d'humanité, mais ça va être encore pire à partir de 1943. 1010 arrestations et seulement 419 personnes incarcérées. Bah, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu que des gens qui ont été des zélateurs de Vichy, il n'y a pas eu que des gens qui ont été franchement résistants, il y a aussi eu des gens qui, à leur petit niveau, bah, ont fait fuiter des choses. Et en fait, c'est très clair dans les rapports d'archives de l'époque, hein, les gens, beaucoup ont été mis au courant
Certains n'ont pas fui par loyalisme ou en trouvant que c'était trop énorme et que non, ça ne pouvait pas être vrai. Mais beaucoup d'entre eux, quand même, ont cru cette chose-là. Et il se trouve que ce soir, de manière tout à fait involontaire, je suis en concurrence avec une conférence qui a lieu à Pierre-Vive, qui parle de cette grande rafle. Et il y a une très bonne vidéo qui fait une petite demi-heure, hein, qui est disponible sur Internet. Donc vous cherchez Archives de l'Hérault, rafle 1942, vous allez trouver ça, où on vous montre toutes ces pièces d'archives, hein, avec notamment les réactions de la population locale, où on voit bien que notamment le directeur préfet délégué à Béziers est bien conscient du fait que le régime est en train de se couper d'une partie de la population avec ses mesures antisémites. Alors il n'y a pas que les arrestations, il y a aussi tout ce qui est les spoliations. On ne se contente pas d'arrêter, on confisque tout. Les entreprises, les domiciles, les comptes bancaires, les voitures cachées dans les garages. Et ça fait tourner toute une deuxième économie, hein, puisque il y a des gens qui se portent mandataires, administrateurs des biens, on dit arianisés, hein, pour dire qu'on enlève le caractère juif à ces biens. Et on va jusqu'à saisir les titres de pension des vieilles dames, alors que pour certaines d'entre elles, ça pouvait être leur revenu en fait à la retraite, hein. Ces gens avaient acheté des emprunts sur l'État, ça versait un intérêt tous les ans. Et là, on va même jusqu'à saisir ça et à priver des vieilles personnes de leurs moyens d'existence. Alors Gérard Bouladou a essayé de faire un comptage, mais c'est toujours un peu difficile, hein. On compte 765 déportés pour l'Hérault. Il estime à 2 tiers la proportion de résistants et à 1 tiers la proportion de juifs. Et dans le mémorial qui a été installé il y a quelques années à côté des monuments aux morts, il y a 180 noms de juifs montpelliérains qui sont portés parmi les victimes de la déportation qui n'en sont pas revenus. Et pour mener à bien cette traque, les Allemands ont installé le quartier général de la répression à quelques mètres d'ici, puisqu'ils ont donc réquisitionné la villa des Rosiers, la villa des Marronniers et la villa Saint-Antonin qui était en face. On y torture dans les caves et il y a des bureaux administratifs aux étages. Et on torture également dans les annexes, parfois par manque de place. Ça a été le cas du père Paul Parguel, qui était le curé de Sainte-Bernadette, qui faisait partie de ces hommes qui avaient des convictions très fortes et qui n'avaient pas hésité à produire des faux certificats de baptême pour protéger les juifs. Il l'a peut-être fait un peu beaucoup et pas très discrètement, ce qui a fait qu'il s'est retrouvé en mars 1944 torturé à la Villa Saint-Antonin et il a ensuite été déporté. Un jeune journaliste a fait un mémoire d'histoire militaire sur ces lieux assez fouillés. C'est à lui que je dois cette photo. C'est une réunion en fait des différents commandants de Montpellier. Donc il y a le français Pierre Marty, hein, qui est le monsieur qui rit beaucoup en refaisant son nœud de cravate. Et puis il a autour de lui les chefs de la répression à Montpellier, Helmut Tanzmann, le chef du SIPO-SD, ce qu'on appelle souvent en français un peu improprement la Gestapo, et le Major Kraus, qui lui est le chef de l'Ordnungspolizei. Alors je vais juste m'arrêter un instant sur Tanzmann. C'est un expert de l'extermination. Cet homme-là s'est illustré notamment dans la Shoah par balle en Ukraine et dans la région voisine. Et il a commandé un camp de la mort en Pologne. C'est cet homme-là qu'on choisit pour organiser la répression à Montpellier. Donc c'est tout sauf un tendre, c'est un nazi endurci. Et avec les complicités françaises, il va être le bourreau d'un grand nombre de personnes. Alors même s'il n'a pas été arrêté par les services montpelliérains, puisqu'il était dans un maquis qui était dans un autre département, hein, puisqu'il était en Haute-Savoie. Un mot de Georges Vimin, parce qu'en fait, il est vraiment juste à côté. Je remonte la carte pour que vous puissiez situer. Donc, il habitait en fait cette maison. Vous voyez, on n'est vraiment pas loin du tout. Donc, Georges Vimin, résistant, déporté, est mort à Dora en janvier 1945. Alors qu'est-ce que Dora? Dora, c'est essentiellement une usine souterraine où on produit, sous la direction de Werner von Braun, les missiles V2 qui sont les ancêtres de toutes les fusées d'aujourd'hui. Von Braun, plus tard, a été récupéré par les Américains et c'est lui qui a créé la fusée Saturne V qui a permis d'aller sur la Lune en 1969. Son passé avait été largement oublié.
Donc il fait partie de Georges Villemin, des gens qui sont envoyés dans une annexe de Dora qui s'appelle Elric, et qui est l'une des annexes les plus meurtrières, puisqu'il n'y a absolument aucune installation sanitaire. Dans une ancienne usine à plâtre, on entasse là des centaines de personnes qui doivent creuser des galeries pour l'usine souterraine. Alors les souterraines, non pas par passion, comme plus tard dans James Bond pour les bases souterraines, hein. C'est pour rendre ça intraçable à la photo aérienne, au radar, et essayer d'éviter les bombardements qui détruisent les capacités de production, puisque dans la politique hitlérienne, ces armes miracles sont censées retourner le cours de la guerre. Donc elles ont une vraie priorité, et peu importe si on fait mourir des milliers et des milliers de détenus pour les construire. Donc pour le seul mois de janvier 1945, hein, dans cette petite annexe qui a compté jusqu'à 9000 personnes, il y a 500 décès. Surpopulation, sous-alimentation, épuisement, épidémie, et donc ça coïncide avec la date de décès de Georges Villemin, donc il y a quelques mois après, malheureusement, ne connaît pas la fin de la guerre. Alors je vous ai dit, je n'ai pas trouvé de figure pour l'instant de personnes juives déportées et mortes en déportation dans le quartier. En revanche, je suis tombé un peu par hasard sur une figure totalement atypique, et qui montre bien que on fabriquait avec le statut de Vichy du juif très involontaire. Alors Hélène Vidal-Naquet est née à Smyrne, aujourd'hui c'est Izmir en Turquie. Elle est la fille d'Émile Isaac Naquet, qui est un ingénieur des ponts et chaussées sorti du rang. Au départ, c'est un simple géomètre, et puis il a pris du galon en faisant des chantiers, notamment à l'étranger. La famille Vidal-Naquet est une illustre famille juive qui est originaire des environs d'Avignon, hein, où les papes, pendant longtemps, ont possédé le terrain et ont protégé les juifs. Il y a un grand historien de la deuxième moitié du XXe siècle, Pierre Vidal-Naquet, qui s'est notamment élevé contre la torture en Algérie à l'époque. Et donc toute la famille est une famille plutôt intellectuelle, et le grand-père maternel d'Hélène Vidal-Naquet était un aubergiste républicain qui avait été expulsé en fait après le coup d'État de 1851 qui a instauré le Second Empire. Il était proscrit comme Victor Hugo, il est en bonne compagnie. Hélène Vidal-Naquet donc, est née dans ce contexte-là, et à 12 ans, elle a fait l'objet d'une tentative d'enlèvement par des bandits turcs. Et comme elle avait du tempérament, elle les a mordus jusqu'au sang. Ça les a découragés, elle a pu s'enfuir. Mais ses parents, trouvant que décidément elle était trop en danger, ont décidé de l'envoyer chez ses tantes à Nîmes, où elle est entrée dans un système scolaire un peu particulier qui était celui des écoles normales, donc qui prenait les enfants normalement du peuple pour en faire les futurs instituteurs du peuple. Et elle est l'une des premières institutrices de ce que l'on a appelé les écoles maternelles à l'époque. On sortait d'un système de la salle d'asile, et elle a été formée à Paris à l'école Pape Carpentier, qui est devenue, juste après son départ, l'école normale supérieure de jeunes filles. Donc c'était une filière d'excellence. Institutrice à Privas à 25 ans, puis professeure d'école normale à Foix. C'est là qu'elle se marie avec Lucien Panté, qui était répétiteur au lycée. C'était une sorte de grade de professeur débutant, en fait, hein, répétiteur. Et puis, ils ont été mutés à Montpellier, où lui est devenu professeur au grand lycée, donc pas le petit lycée d'en face, celui du musée Fabre. Et elle est devenue professeure à l'école normale de jeunes filles, qui est à quelques rues d'ici. Et donc, évidemment, comme elle est la fille d'un juif du pape, même si sa mère est totalement catholique et son époux totalement catholique, elle est fichée comme juive. Et je pense que c'est grâce aux faux renseignements qui sont portés sur elle qu'elle a réussi à échapper. J'essaye de vérifier tout ça. Pour l'instant, je ne suis pas encore allé au bout de la démarche, puisque cette adresse du 32 rue de Nazareth, en fait, ne correspond pas tout à fait à la maison qu'elle occupe quelques années plus tôt, qui est dans une impasse un peu à côté. Et on indique sur le fichier des questions juives qu'elle est née en 1883 à Montpellier. Donc 20 ans d'écart, elle ne doit pas franchement avoir la tête de quelqu'un qui a 20 ans de moins. Donc tout ça pour certainement brouiller les pistes. Et donc elle a dû certainement se cacher et devoir mentir un petit peu pendant cette période-là. Mais elle est morte en 1953, elle allait avoir 90 ans.
Alors, tous les juifs n'ont pas pu se sauver tout seuls, hein, certains ont bénéficié d'une aide, hein, et Suzanne Babu, dont le nom maintenant est porté par l'ancien parc du Petit Lycée, fait partie de ces personnalités marquantes. Donc, elle avait une pension de famille qui est juste là, de l'autre côté de la rue. Ça a été un peu défiguré par une opération immobilière, mais au moins la maison est restée. Donc, c'est la maison que vous voyez ici à gauche. Alors, elle a ouvert une pension de famille au début, puisqu'elle est veuve de guerre. Son mari, qui était professeur agrégé d'histoire et qui est décédé au front, donc il était professeur au lycée de Montpellier, donc l'a laissée avec 4 enfants à élever, et avec une petite pension de veuve de guerre, elle ne pouvait pas s'en sortir, donc elle a transformé l'essentiel de sa maison en pension de famille. Mais comme ses enfants étaient devenus grands, en 1936, cette dame protestante avec un sens de l'accueil assez large, a décidé de ne plus faire payer et d'accueillir des républicains espagnols. Donc elle a été un lieu déjà de refuge pour les républicains espagnols. Et puis après 1942, avec la fin de la zone libre et l'accélération de la traque des Juifs, elle a fait en sorte d'héberger des gens chez elle. Alors, je vous rappelle quand même l'infinie proximité, c'est-à-dire que la pension Babu est là. Là, ici, dans quelques mois, vous allez avoir la milice et vous avez ici la Gestapo. Donc, il fallait quand même avoir un certain tempérament pour oser comme ça héberger des personnes juives juste à côté. Alors, on estime à la louche qu'elle a aidé environ 50 personnes parce qu'elle allait aussi nourrir des gens dans l'arrière-pays et elle avait même le courage d'aller visiter des juifs en prison alors que ça pouvait attirer l'attention sur elle de manière défavorable. Et imaginez dans ce contexte, en plus de pénurie et de rationnement, les efforts qu'il faut faire pour en plus nourrir des gens, surtout plusieurs dizaines. Oui, donc le mémorial de Yad Vashem qui en Israël honore les personnes qui ont sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale l'a honoré l'année de sa mort du titre très mérité de juste parmi les nations. Et les nations, ce sont les nations non juives, bien sûr. Mais il y a aussi des personnes juives qui ont été centrales hein, dans le sauvetage hein, de leur population. Et c'est bien sûr le cas de Sabine Zlatin, que vous voyez ici en infirmière de la Croix-Rouge. Et peut-être que cette photo a été prise pas loin d'ici, puisque elle a été infirmière de la Croix-Rouge en face au petit lycée qui était réquisitionné, qui était un hôpital de la Croix-Rouge. Alors cette tenue qui est assez traditionnelle pour les infirmières fait un petit peu penser à un voile de religieuse catholique, mais non, c'est pas du tout le cas. Sabine était quelqu'un de totalement laïque. Elle était née à Varsovie en 1907 et elle était militante de ce que l'on appelait le Bund, c'est-à-dire la fraction dans le sionisme, c'est-à-dire les gens qui veulent un État juif, qui n'étaient pas religieuses. Il y avait une fraction laïque et elle en faisait partie. Elle a fait ses études en France du côté de Nancy où elle a rencontré son mari Miron et ils sont devenus français en 1939. Ils avaient un élevage dans le nord de la France. Et puis, sentant les choses tourner, elle suivait l'actualité de près, elle avait suivi une formation d'infirmière militaire, ce qui fait que, avec l'exode, donc ce mouvement de population qui a fait que des civils ont fui la zone des combats, elle s'est retrouvée en mai 1940 infirmière à Montpellier, donc à l'hôpital de la caserne. Les lois antisémites de Vichy, l'année suivante, lui interdisent de continuer à exercer comme infirmière. En revanche, elle devient assistante sociale à l'œuvre de Secours aux enfants, qui est une organisation caritative juive, et elle est placée auprès de la préfecture de l'Hérault. Et elle a l'autorisation de visiter le camp d'Agde et de Rivesaltes, et selon des critères administratifs un peu bizarres, elle a la possibilité normalement de sortir 3 à 4 enfants par semaine de ces camps. Et après, elle leur trouve des lieux de recueil. Et comme elle est déchirée par la détresse des mamans qui sont dans les camps et qui disent occupez-vous de mon enfant, occupez-vous de mon enfant, elle prend également en charge des tziganes. Et donc on estime qu'elle a sorti environ 300 enfants juifs et 30 enfants de tziganes des camps d'Agde et de Rivesaltes. Et souvent, elle obtenait des gardiens de pouvoir sortir plus d'enfants que ce à quoi elle avait droit en leur donnant ces tickets de rationnement pour le tabac, puisque le tabac était considéré comme un produit de première nécessité pour les adultes. Et donc, quand on ne fumait pas, on avait une monnaie d'échange supplémentaire avec les tickets de rationnement du tabac.
Elle a fait en 1941 une rencontre essentielle, puisqu'elle était, dans ses fonctions d'assistante sociale, responsable d'une petite structure qui s'appelait le Solarium, mais qui était insuffisante pour accueillir les enfants. Et donc, elle s'est servie de la petite colonie de vacances que le père Prévost, de l'enclos Saint-François, qui est tout proche, avait à Palavas. Et donc, ils se sont rencontrés à cette occasion-là, et il lui a permis de cacher un certain nombre d'enfants dans l'enclos Saint-François, juste sous les combles de la chapelle. Et en janvier 1943, comme il y avait quand même la Gestapo juste à côté, ils se sont dit que c'était quand même très dangereux pour les enfants. Et ils ont eu l'idée de les envoyer dans les Alpes, hein, donc dans l'Ain, à Isieux, qui était à l'époque une zone d'occupation italienne. Les Italiens étaient alliés des Allemands, mais leur régime d'occupation était censé être un peu plus doux, et en tout cas la traque des Juifs y était moins intense. Et donc, les enfants ont été envoyés là-bas, pensant les mettre à l'abri. Et malheureusement, Klaus Barbie, le chef de la Gestapo de Lyon, les a tous fait rafler un jour d'avril 1944. Et donc, les 44 enfants et les 7 adultes ont été arrêtés et déportés, dont le mari de Sabine Zatin. Et bien sûr, aucun d'entre eux n'en est revenu. Lorsque j'ai visité Birkenau en novembre dernier, j'ai demandé à quel endroit avaient été apportés les enfants d'Isieux. Et donc, j'ai pu me recueillir devant le complexe crématoire, en fait, où ils ont terminé leur trop courte vie. Et quelques années plus tard, Sabine Zatin a été très médiatisée, puisque le procès de Klaus Barbie, le boucher de Lyon, a été le premier procès filmé. C'était la volonté de Robert Badinter, qui était à l'époque le ministre de la Justice, de rendre cette chose-là possible. Donc avec un léger décalage dans le temps, 1987, le procès a eu lieu, et le très célèbre avocat de Klaus Barbie, qui s'appelait Jacques Vergès, pratiquait ce que l'on appelait la défense de rupture. Il s'agissait de déstabiliser le tribunal, d'être à côté des faits, de plaider le procès politique. Et surtout, l'un de ses arguments, c'était de dire que, au fond, c'était la guerre, et que Barbie s'en était pris aux maquisards, aux résistants, et que voilà. Et l'un des moments certainement les plus marquants, des tournants du procès, c'est l'intervention de Sabine Zatin, qui dit: les 44 enfants, c'était quoi? C'était des résistants? C'était des maquisards? Qu'est-ce qu'ils étaient? C'était des innocents. Et je vous invite à regarder ces images-là, parce que ça fait du bien parfois de retremper sa colère sur ce sujet-là. Alors, le père Prévost n'est pas le seul à avoir aidé, hein. D'autres institutions religieuses l'ont fait à l'époque. Je vous ai mis ici une photo du très beau couvent Art déco des Tourelles, qui a disparu dans les années 70. Et c'était également le cas des religieuses de la Solitude de Nazareth. Donc, il y avait toute une filière, en fait, pour essayer d'aider les Juifs à échapper au sort qui leur était promis, à la fois par les nazis, mais aussi par les autorités françaises, hein, puisque il y a eu pendant très longtemps la légende que Pétain avait adouci le sort des Juifs. On a tout à fait la preuve du contraire. Le projet de statut des Juifs, annoté de sa main, de son écriture, aggrave les dispositions en trouvant que c'était trop mou. Donc pour le côté Pétain sauveur des Juifs, il faudra venir me présenter de meilleurs arguments. Pour la cité scolaire elle-même, donc dans ces deux sites, hein, la partie qui fait internat aujourd'hui, le petit lycée, on ne le reconnaît pas bien, puisque aujourd'hui, sur cette partie, en fait, il y a une aile qui a été construite devant, il y a l'entrée. Mais on reconnaît derrière la silhouette de la chapelle. Donc réquisitionné par la Croix-Rouge, c'est lui qui devient l'hôpital militaire où Sabine Zatin travaillait comme infirmière. Les cours ont quand même repris après l'armistice de juin 40, mais souvent à la demi-journée, avec une rotation. Enfin, c'est très très compliqué, avec des locaux en partie réquisitionnés, d'avoir une scolarité complète. Néanmoins, la vie continue. Il y a même la distribution des prix qui a lieu de manière tout à fait normale à l'été 1941. Et ça ne ferme qu'en mars 1944. Et le retour complet à la vie civile ne se fait qu'après 1945, mais dans un état de dégradation qui fait que les professeurs repeignent eux-mêmes leur classe, hein, en attendant de pouvoir enfin déménager dans les locaux du lycée Joffre. En face, là où nous nous trouvons, donc, c'est l'ancien petit séminaire Saint-Fermin, devenu la caserne du 81e régiment d'infanterie. En juin 1940, cette partie-là a accueilli les élèves de l'école de santé navale qui étaient évacués de Bordeaux, auxquels on a fait passer leurs examens avec les professeurs de la faculté de médecine de Montpellier. Elle a été de nouveau, comme pendant la Première Guerre mondiale, transformée en hôpital militaire, mais c'est surtout maintenant de la période de la milice qu'il nous faut parler.
Un point quand même sur Maurice Faget, donc sa plaque mémorielle est juste à côté d'ici, hein, rue Ferdinand Fabre. Il fait partie de ces hommes qui ont été piégés par la Gestapo. C'était un cheminot, donc il était entré à la SNCF un peu exprès, puisque c'était stratégique pour pouvoir contrôler les communications et participer à des sabotages. Il était d'abord comptable, ce qui ne l'arrangeait pas, mais c'était dû à son degré d'instruction. Et donc, il a réussi à devenir cheminot d'Active. Mais ça a dû s'arrêter à l'été 43, puisque, souvenez-vous ce qu'on disait tout à l'heure, il a été convoqué pour le STO, donc il devait partir à Leipzig. Il a refusé, il est devenu réfractaire, et il était déjà engagé dans l'armée secrète à cette époque-là. En juillet 1943, il est désigné comme chef du maquis de Dourgne, dans le Tarn, et son frère René lui sert d'adjoint. Et ils sont tous les deux pris dans des guet-apens, puisque son frère est arrêté en mars 44 et fusillé à Villeurbanne le 9 juin. Donc Villeurbanne, banlieue de Lyon, on revient toujours à Klaus Barbie. Et lui, donc Maurice, dit Serge, fait l'objet d'un guet-apens. Donc on lui donne rendez-vous dans la rue Ferdinand Fabre, et ce qu'il reçoit, c'est surtout une balle de mitraillette, hein. Il est transporté à l'hôpital, il décède quelques heures plus tard, sans avoir parlé. Et la preuve la plus absolue, c'est que son acte de décès est établi sous sa fausse identité, qui lui donne 4 ans de plus, né à Casablanca, et il s'appelle Michel-Henri Fabre. Donc il faut attendre la libération en fait pour rétablir la vérité, mais il fait partie de ces personnes qui ont eu le courage de ne rien dire. Et quand on sait les tortures qui pouvaient être appliquées, je n'entrerai pas dans le détail, hein, on se dit qu'il fallait une âme d'acier en fait pour résister à cela. Alors comme le conflit s'aggrave, hein, que la population est en train de basculer dans l'opposition, même si elle est un peu sourde au gouvernement du maréchal Pétain et de Pierre Laval, eh bien, on n'a plus confiance dans les forces de police classiques. Souvenez-vous, celles qui ont parlé, qui n'ont pas préservé le secret, celles qui ont fait que la rafle de l'été 42 a été un échec, puisque plus de la moitié des gens qui étaient visés n'ont pas été arrêtés. Donc il faut des gens qui sont endoctrinés, des gens avec des convictions qui soient celles du régime. Donc on se sert de la Légion des volontaires français, qui au départ est une sorte d'agrégation de toutes les associations d'anciens combattants, pour servir de point de départ à la milice française. Et cette milice, en fait, qui est censée être un corps de force de l'ordre, est en réalité une police politique avec des gens assez peu recommandables qui ont été recrutés dedans. Donc en février 1943, leur premier défilé se fait place de la préfecture dans les uniformes noirs. Ils s'installent ici. Ils sont rejoints en octobre 1943 par une brigade spéciale de police qui est spécialisée dans la traque des juifs et des résistants. Donc eux aussi, ce sont des gens qui sont des idéologues, hein, très convaincus. Et ils se font tellement détester par la population qu'en mai 1944, ils font venir leur famille et ils transforment la caserne de l'Auvre en un camp retranché. On n'entre pas, on ne sort pas. Et c'est à l'époque du débarquement un des plus intenses endroits de répression, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas que à côté à la Gestapo que l'on torturait, ici aussi, dans les anciennes cellules de punition des prisonniers, hein, qui sont derrière l'actuel CDI, l'ancienne chapelle. Et donc, du 8 juin au 17 août 1944, ce sont 94 personnes qui sont incarcérées par la milice, et 6 meurent directement ici, sous la torture et par exécution sommaire. Alors, je ne vais pas avoir le temps de vous parler de toutes ces figures ce soir, mais il y en a quand même une que je ne peux pas ne pas évoquer, c'est celle de Jean Guisonnier, qui était le chef des murs, c'est-à-dire des mouvements initiés de résistance. C'était un homme, c'était un cadre, hein, il était ingénieur, il était directeur des travaux publics de la ville de Montpellier et il était capitaine volontaire des sapeurs-pompiers. Il avait été recruté au début 43 et il utilisait ses fonctions à la voirie, à la défense passive et dans les pompiers pour établir des faux papiers et pour aider les réfractaires du STO. Il était responsable du mouvement de libération nationale à Montpellier et d'un mouvement de résistance pour l'Hérault au global. Le 11 novembre 1943, il s'est livré à une distribution de tracts pour les mouvements unis de résistance.
Il faut bien percevoir que le 11 novembre, aujourd'hui, pour vous, c'est un jour férié. À l'époque, c'est une interdiction totale de manifester quoi que ce soit. C'est la victoire contre l'Allemagne de la France en 1918, donc ça n'existe pas. Il faut surtout qu'il ne se passe rien ce jour-là. Et évidemment, dans les sentiments patriotes des Français, c'est un jour où il est plus facile de trouver des gens réceptifs pour entretenir un discours de résistance. Malheureusement, Jean Guisonnier est très surveillé par l'intendant Ornus qui a succédé à Pierre Marty à la tête de la police. Et donc, il est arrêté le 8 août 1944 à la mairie par des miliciens et des agents des renseignements généraux. Il est d'abord incarcéré et interrogé à la direction régionale des renseignements généraux qui était avenue Clémenceau, puis ici à la caserne de l'Auve, où il est mort. La date est difficile à retracer. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'à la Libération, on a retrouvé son corps enterré dans la cour avec celui de Raoul Battani. Et le 6 septembre, on leur a fait des obsèques solennelles place de la préfecture à Montpellier. Alors jusqu'ici, je vous l'ai dit, Montpellier est une ville de l'arrière et jusqu'à janvier 1944, en fait, on n'a pas vu une bombe, on n'a pas entendu une seule alerte aérienne. Et puis, les choses se rapprochent. Donc, dès mai 1943, il y a un couvre-feu qui est instauré. Donc, entre 23h et 5h du matin, on n'a pas le droit de sortir de chez soi. On n'a surtout pas le droit de faire apparaître de la lumière. Donc, il faut mettre sur les vitres, lorsqu'il n'y a pas de volets, des filtres pour éviter absolument de donner des repères au bombardement, puisque c'est ça qu'on craint. Et effectivement, ça finit par arriver. Donc, en janvier 1944, là où il y a aujourd'hui l'aéroport de Montpellier, donc on bombarde l'aérodrome de Fréjorgues, qui était surtout, bien sûr, un aérodrome militaire à ce moment-là. Il n'y a pas spécialement de dégâts, c'est un peu un coup d'essai. En revanche, le 27 mai 1944, deuxième bombardement de Fréjorgues, et les bombardements précis, ça n'existe que dans les feuilles de propagande, il y a toujours des choses qui tombent à côté. Donc il y a déjà une vingtaine de morts, et c'est un choc pour l'opinion, parce que ce sont les premiers morts en fait locaux. C'est beaucoup plus lourd le 5 juillet 1944, lorsque c'est la gare de triage au sud qui est bombardée, puisqu'il y a 53 victimes civiles. Alors vous pourriez me dire, oui, mais ce n'est pas tout à fait dans le quartier. Sauf que les sirènes, celles que vous entendez à midi, le premier mercredi du mois, elles ont retenti dans toute la ville, et qu'on ne sait pas où ça va tomber. Donc tout le monde a essayé de se réfugier dans les abris, tout le monde a eu peur. Et puis arrivent les bombardements du pont de Pavie. Alors le pont de Pavie, il est représenté ici, c'est une photographie qui a été prise à l'époque par Jacques Calcat, qui était un jeune lycéen, il avait 15 ans, et qui sont disponibles aujourd'hui dans le fonds de Paul Génelot, qui était le grand spécialiste de l'histoire du chemin de fer de Montpellier, qui est décédé il y a quelques années maintenant. Donc là, c'est le pont de Pavie après le deuxième bombardement. Là, on se dit, ça va être un peu compliqué de faire circuler des trains. 9 jours après cette photo, il y avait des étais, du bois, de la ferraille et des trains passaient dessus. Hein. Il y a eu une reconstruction rapide et c'est toujours aujourd'hui, maintenant qu'il a été restauré, le pont sur lequel passent les TGV qui desservent la gare Saint-Roch. 5 morts supplémentaires lors des bombardements américains de bombardiers B-26 sur cela, et c'était surtout pour essayer de retarder et de désorganiser la retraite allemande. Montpellier se libère d'abord par lui-même, et la libération commence ici. C'est assez peu connu. Les FFI prennent possession de la caserne de l'Auve pour arrêter le massacre. Les miliciens, eux, ont déjà tenté de s'enfuir. Ils sont à la gare dans des trains qui devraient partir pour l'Espagne et qui ne partent pas. Et dans sa charité chrétienne qui ne connaît pas de limite, le père Prévost, cette fois-ci, ne s'occupe pas des enfants des Juifs, mais il s'occupait des enfants et des épouses des miliciens. En revanche, il a refusé d'accueillir les hommes, mais pour leur donner un refuge dans cette période où il avait peur qu'il y ait des représailles en fait, contre des femmes et des enfants qui n'y étaient pour rien. Dès le lendemain, les troupes allemandes s'enfuient, dont le SIPO-SD, donc le fameux boucher Helmut Tanzmann, et les résistants prennent possession des différents lieux de Montpellier le 21 août. La villa des Rosiers est pillée et saccagée, puis elle est réquisitionnée par les autorités militaires françaises jusqu'au 30 décembre 1945. Donc Madame Miros de Leyne doit encore patienter quelque temps chez son fils à Lyon. Les troupes régulières, vous le voyez, n'arrivent que quelques jours plus tard. Bon, c'est la photo qui est un peu iconique, hein, elle figure dès qu'il y a une publication sur la libération de Montpellier, c'est celle-là qu'on
qu'on choisit. C'est une carte postale qui a été tirée à des milliers d'exemplaires. C'est l'entrée officielle des troupes du général de lettres de Tassigny. Et regardez bien la direction dans laquelle vont les chars. En fait, ils viennent de la Provence et ils vont vers Toulouse, hein, où il y a des poches, et il faut remonter par le Massif central. Et puis, je vous l'ai dit, les obsèques de Raoul Batagny et de Jean Guisonnier qui marquent un peu le dernier acte, hein, de la libération en tant que tel. Il faut quand même dire un mot de l'épuration qui suit tout de suite. Alors, on peut avoir des images dans la tête, notamment de femmes tondues, hein, parce qu'elles sont accusées d'avoir entretenu des relations intimes avec l'occupant. Mais on s'attaque quand même avant tout aux responsables. Et vous voyez que le nombre de condamnations pour une ville de l'importance de Montpellier est quand même assez faible. Parce que très vite, il y avait quand même beaucoup de fonctionnaires, notamment qui avaient prêté serment de fidélité au maréchal Pétain, qui avaient plus ou moins collaboré, au moins dans les débuts de la guerre. Et donc, le pays ne pouvait pas forcément se passer de toutes les personnes, même celles qui étaient compromises. Donc la cour martiale, dans les premiers jours, surtout pour prendre le contrôle et éviter les exécutions sommaires et les lynchages, prononce 75 condamnations à mort, 74 sont exécutées, hein, dans les fossés du Polygone, hein, là où il y a le parking du centre commercial aujourd'hui, et qui à l'époque était le terrain d'entraînement du génie. La Cour de justice qui lui succède est plus indulgente, hein, puisque sur les 44 condamnations à mort qu'elle prononce, 16 seulement sont exécutées. Alors je parle que de ce qu'il y a de plus spectaculaire, les condamnations à mort, mais il y a d'autres peines de prison notamment qui sont prises. Et puis un nouveau motif de condamnation avec des conséquences un peu différentes, qui est ce qu'on appelle l'indignité nationale, qui en fait prive les gens dont on juge que le comportement a été indigne d'un certain nombre de droits, dont le droit de vote. Et donc ça a permis notamment de venger un certain nombre de résistants, et notamment donc Élie Vinas, un des miliciens qui a sévi ici, a été exécuté. Je termine par une note légèrement moins grave. Vous avez ici une photo de Charlie Sanson, qui, je pense que le micro est déchargé. Voilà, celui-là encore de la batterie. Donc c'est une couverture de partition, parce que ce jeune homme écrivait des chansons, qui datent de 1945, donc pile l'année où la photo a été prise. Et il a fait un journal très intéressant sur la fin de la guerre. Il décrit toute la libération de Montpellier, hein, les archives ont publié ça. Et je vais vous lire simplement les quelques lignes un peu plus complètes que ce qui s'affiche à l'écran sur la fin. Alors la date ne doit pas vous étonner, on retient tous le 8 mai parce que c'est le jour férié, mais on a retardé en fait la signature de la paix au lendemain pour d'obscures raisons avec les soviétiques, mais le jour où les gens ont été au courant que la guerre s'arrêtait, c'est dès le 7 mai au soir. Donc voici ce témoignage d'un jeune homme qui était né en 1928. Depuis quelques jours, on est énervé. On attend d'heure en heure la grande nouvelle. Parfois, au bureau, quelqu'un s'arrête, croyant entendre les cloches. À 17h30, un haut-parleur dans la grande rue diffuse la Marseillaise. On ne comprend pas ce qu'il dit. Une édition spéciale aurait paru. Je sors. Les maisons sont pavoisées. Les gens marchent vite, s'arrêtent, repartent, naviguent, désaxés. Serait-ce enfin vrai? Fêtera-t-on une victoire ou la fin d'un cauchemar? Et je vous laisse sur cette question. Deux mots encore pour vous inciter, puisqu'il y a encore quelques semaines pour le faire, à aller voir la remarquable exposition Vivre la guerre en héros qui se trouve à Pierre-Vive, donc au rez-de-chaussée du bâtiment qui abrite les archives départementales. Vous y retrouverez notamment un intérieur hérolté de l'époque avec le poste de radio, les meubles tels qu'ils pouvaient être, et puis tout un tas de souvenirs de guerre, et également des vidéos, hein, notamment autour des enfants d'Isieux. Et puis, même si je passe pas mal de temps sur la presse ancienne et en archive dès que je peux, on ne construit rien sans source. Donc, je vous présente les différentes choses dont je me suis servi aujourd'hui. Donc, le hors-série d'études héroltaises qui a été fait il y a 2 ans maintenant pour le 80e anniversaire de la Libération, et qui contient notamment des cartes très intéressantes sur les lieux de la répression. Bien sûr, le bulletin historique de la ville de Montpellier, il en paraît un par an, hein, c'est une très belle production des archives. Il y a eu aussi, il n'y a pas si longtemps, un très beau numéro sur les Montpelliéraines.
Un peu plus ancien, mais toujours une référence, l'héros dans la guerre 39-45, la vie quotidienne sous l'occupation. Donc tous les chiffres, notamment de production viticole, c'est de là que ça vient. Et puis un livre qui commence à dater un petit peu, qui est Passant, souviens-toi, donc qui recense un peu tous ces lieux de mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Il y a d'autres plaques qui sont apparus depuis, d'autres qui ont disparu. Voilà, il y a une trentaine d'années, il aurait peut-être besoin d'être un peu mis à jour, mais c'est toujours une source très précieuse. Et puis pour la spoliation des biens juifs, le livre qui est issu du travail de recherche de Michael Yankou, donc le directeur de l'Institut Mémonide, qui raconte un peu le menu de ces choses-là et qui m'a permis de trouver la première trace d'Hélène Vidal-Naquet. Et ensuite, un article de son petit-fils m'a donné le reste. Voilà, merci à tous de votre attention et bien sûr, on peut prolonger ça par des questions.